Le webinaire installation-transmission va se décomposer en 3 parties. Tout d'abord, je vous présenterai les enjeux de l'installation-transmission en Normandie avec des repères quantitatifs et qualitatifs. Puis on s'intéressera au rôle et aux leviers des collectivités pour agir sur le renouvellement des générations d'agriculture. Et pour cela, 2 collectivités témoigneront. Rémi Bellet, vice-président en charge de la transition écologique et alimentaire à Redon Agglomération, donnera un premier retour d'expérience terrain. Et Delphine Bonamy, conseillère métropolitaine en charge de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts à Nantes Métropole, témoignera. Et enfin, on présentera des outils mobilisables par les collectivités pour agir avec les interventions d'Émilie Drier, conseillère transmission chez Bio-Normandie, et de Sylvain Cosson, animateur territorial chez Terre de Liens Normandie. Préambule pour ceux qui ne connaissent pas Bio-Normandie. Bio-Normandie, c'est l'association des productrices et des producteurs bio normands. Le réseau bio existe depuis plus de 30 ans. On est une vingtaine de salariés répartis sur 2 sites, un site en ex-Haute-Normandie à Val-de-Reuil et un site en ex-Basse-Normandie à côté de Caen. Et nous sommes membres du réseau FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On agit de manière transversale avec 4 missions principales. Une mission d'accompagnement technique des producteurs, donc au niveau des productions, au niveau de la commercialisation, au niveau de l'installation jusqu'à la transmission, donc des porteurs de projets jusqu'aux futurs cédants, et le tout de manière individuelle et collective, via aussi les groupes d'échange et les formations. On développe aussi des projets de structuration de filières bio territorialisées, par exemple sur les légumes de plein champ, sur les céréales anciennes ou encore sur les outils d'abattage de proximité. On accompagne les territoires, ou collectivités, syndicats d'eau, dans leur transition agricole et alimentaire avec l'idée de les sensibiliser, de les outiller et de les accompagner dans leur démarche de planification, type PAT, plan climat ou encore les démarches de protection des captages d'eau potable en apportant notre expertise agricole. Et enfin, on développe les circuits de proximité et l'approvisionnement bio local en restauration en domicile pour faciliter l'accès du bio local au plus grand nombre. Alors, on commence avec les enjeux de l'installation-transmission avec quelques repères quantitatifs et qualitatifs. Alors, d'ici 5 ans, quel serait le pourcentage des agriculteurs et des agricultrices qui atteindront l'âge de la retraite en 30 ans? Eh bien, 48%. Donc, ce sont 15 000 chefs d'exploitation. Donc, 15 000 agriculteurs susceptibles de partir à la retraite d'ici 5 ans. Donc, soit 5 000 départs par an. Donc, si on est optimiste, 2 000 départs par an. En sachant qu'une transmission, ça s'anticipe 3 à 4 ans avant la transmission effective pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Donc là, l'idée, c'est d'ici 5 ans d'assurer le remplacement de la moitié des agriculteurs. Et à l'échelle française, métropolitaine, 45% des agricultrices et des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite. Donc là, si on prend un peu de recul, on a une mise en perspective avec les différents départements métropolitains, et on constate bien que les départements normands sont encore plus concernés qu'ailleurs par l'enjeu de renouvellement des générations en agriculture, avec une majorité des producteurs de plus de 55 ans. On observe également des disparités territoriales en fonction des productions, avec à gauche le graphique du recensement agricole avec effectivement des différences selon les territoires, donc intraterritorial en Normandie, et puis à droite le graphique avec les exploitations, avec au moins un exploitant de plus de 55 ans par catégorie, par activité principale, avec en tête les bovins viande. Donc, on constate ici qu'on a à la fois une baisse des exploitations, donc depuis les années 70, et en parallèle, on a une augmentation de la surface agricole utile. Donc, on a un enjeu également, on observe l'agrandissement des fermes. Donc, ça conduit à des systèmes, la difficulté, c'est que ça peut conduire à des systèmes plus mécanisés, avec une concentration aussi des exploitations. Pour la partie élevage, donc pour le cas de l'élevage, on aura des fermes, la difficulté, c'est qu'on aura un retournement prairie au niveau des anciens sites d'exploitation, avec des fermes plus grandes, moins de pâturage, et puis en parallèle, des fermes de moins en moins transmissibles dans l'État, donc une plus grande difficulté pour les porteurs de projets à l'installation, puisque le coût est important. Et en bio, alors d'ici 2028, combien d'hectares en bio pourraient changer de main? On avait d'ailleurs fait un travail, une enquête en 2020 et mise à jour en 2022 sur l'âge des producteurs bio pour traiter justement le sujet de la transmission des fermes en bio. Donc, ce sont bien 48 500 hectares, soit 35% de la SAU bio qui seraient concernés par la transmission d'ici 5 ans. Donc, il y a bien un enjeu de maintenir les fermes bio en bio
pour maintenir les capitaux sociaux et environnementaux de ces fermes bio. En parallèle, on constate bien une inadéquation entre les fermes bio à transmettre, donc plutôt des fermes bovins-lait ou arboriculture, par rapport aux projets des candidats à l'installation, plutôt des projets donc maréchal bio intensif, PAM ou encore petits ruminants. Donc là, la question, c'est bien comment permettre l'accès au foncier de ces porteurs de projets, moins demandeurs en surface, en maintenant ces fermes bio à transmettre prochainement. Et enfin, quelques repères plutôt sur l'aspect installation, pardon. Donc, combien d'installations comptons chaque année? Eh bien, 850. Ce chiffre stagne depuis les années 2000. Donc, ça a fait à peu près 4250 sur 5 ans. En agriculture biologique, c'est difficile d'avoir des chiffres exhaustifs sur l'installation. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 20% des installations entre 2010 et 2020 ont lieu en bio. Et au niveau des installations aidées en bio, on observe une baisse en 2023. Donc, c'était en augmentation depuis 2019. Et donc, en 2022, on était à 28% des installations en bio. Et en 2023, on est à 22%. Donc, on revient plutôt aux chiffres de 2020. Autre question, combien de personnes, de candidats à l'installation non issus du milieu agricole parmi les porteurs de projets à l'installation? Eh bien, c'est à peu près, c'est plus de la moitié, à peu près 55%. Donc, on voit bien qu'on a une évolution des profils et des projets des candidats à l'installation. Et donc, ça soulève bien l'enjeu d'adapter aussi les politiques publiques sur l'installation pour pouvoir assurer le renouvellement des générations en agriculture. Donc, on a, au niveau des installations, les chiffres stagnent et c'est bien voire augmentent, et c'est bien le nombre de départs massifs d'agriculteurs, notamment en bio, mais pas que, en retraite dans les prochaines années, qui est préoccupant pour le renouvellement des générations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien anticiper les transmissions, c'est 3-4 ans en avance, et c'est un élément clé pour la réussite de la transmission. Vous avez ici un certain nombre de freins à l'installation de transmission. Donc là, c'est un travail qu'on a réalisé avec des agents de collectivité pour identifier les freins à l'installation de transmission. Avec, par exemple, la question de l'attractivité du territoire. Effectivement, les porteurs de projets vont être davantage intéressés par des territoires plus bocagés que par des territoires de plaine. La difficulté aussi sur le logement pour les porteurs les cédants qui ne vont pas nécessairement quitter le logement. Donc, ça nécessitera en tout cas de trouver un logement pour les porteurs de projets. Ou la question de l'investissement, puisque ça peut être coûteux d'investir à la fois sur le matériel et sur le foncier, et en tout cas tous les outils de production au moment de l'installation. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais l'idée c'est de pouvoir voir que les freins, ils sont multiples. Je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, on a vu effectivement l'enjeu d'assurer le renouvellement des fermes bio à transmettre, mais également de créer les conditions favorables pour les porteurs de projets à l'installation. Donc, finalement, quel est le rôle à jouer d'une collectivité pour contribuer au renouvellement des générations en agriculture? Donc, avant de vous présenter les 2 retours d'expérience, simplement indiquer quels sont les moyens et les leviers des collectivités et syndicats d'eau pour agir sur l'installation de transmission. Donc, les collectivités peuvent d'ores et déjà faciliter l'accès au foncier en mobilisant le foncier agricole public. Donc, c'est le cas, par exemple, des régies maraîchères ou des collectivités comme à l'échelle de l'OAC Métropole qui ont proposé des espaces tests agricoles ou avec l'AGLO-CNR qui met à disposition du foncier pour des maraîchers bio. Les collectivités peuvent également acquérir du foncier, protéger le foncier agricole de son territoire via les documents d'urbanisme ou encore faciliter les échanges parcellaires sur les aires d'alimentation de captage. Donc, même si le foncier agricole n'est pas connu, les collectivités peuvent faire un travail de recensement du foncier public et puis étudier le potentiel agricole de ces parcelles pour installer des porteurs de projets. Et au-delà du foncier, les collectivités peuvent appuyer la recherche de bâtiments, de logements, mettre à disposition des logements communaux, faire le lien entre les agriculteurs de leur territoire et les porteurs de projets, ou encore faire évoluer les réglementations sur les habitats légers. En tout cas, le foncier, c'est un véritable levier puisque ça permet d'orienter les productions et les systèmes agricoles en cohérence avec les démarches de planification. Donc, pour agir sur l'eau, pour agir sur les enjeux de résilience alimentaire, notamment par rapport aux filières déficitaires sur un territoire. Donc, au-delà du foncier, les collectivités peuvent s'impliquer via des moyens financiers, par exemple, via des aides financières directes à l'installation. La Fédération nationale de la bio et l'Association des maires de France ont rédigé un guide
sur les aides financières à destination du monde agricole pour favoriser la transition agricole de son territoire. Pour donner quelques exemples, l'Agnon Trégor Communauté a donné un coup de pouce à l'installation avec une aide à l'installation de 3 000 euros et 4 500 euros si l'installation est en bio. Et Paris-Saclay également a mis en place un fonds intercommunal de soutien aux exploitations agricoles périurbaines. Donc c'est une aide de 50% maximum pour des projets d'investissement de moins de 10 000 euros. Donc ce sont effectivement des coups de pouce pour accompagner l'installation de porteurs de projets. Les territoires peuvent également accompagner la transmission des fermes, notamment par la sensibilisation des cédants, en devenant élus relais de transmission. Ce sont territoires identifiés, les agriculteurs qui partiront prochainement à la retraite, ou accompagner les cédants via un cofinancement de diagnostic transmission. Au-delà, ça peut être aussi susciter de nouvelles vocations par la communication sur les métiers ou sur les territoires auprès des porteurs de projets, par exemple en relayant une campagne de communication. Ça peut être également via l'accompagnement des envies au métier d'agriculteur, par exemple en organisant des cafés installation transmission. Et enfin, quel rôle des collectivités? C'est aussi une approche globale. Au-delà de l'installation-transmission, les territoires peuvent participer à créer un écosystème global favorable au renouvellement des générations. Donc, ça peut être également des actions relatives à la structuration des débouchés pour les productions, au niveau de la restauration collective avec le levier de la commande publique, en créant ou en contribuant au développement d'un magasin de producteurs, des outils de transformation, ou via l'organisation des circuits courts sur le territoire. Elle peut également jouer un rôle sur la mutualisation, par exemple en créant une CHUMA ou en ayant un rôle dans la création d'un groupement d'intérêt économique. Et enfin, c'est bien via l'animation territoriale, en fédérant des acteurs, en constituant des groupes d'échange et des groupes d'acteurs que la collectivité peut agir. C'est vraiment tout au long de la chaîne, de l'installation jusqu'à la distribution, consommation. Et enfin, c'est bien l'attractivité globale des territoires qui est en jeu, la présence de services publics, la qualité de vie, le bassin d'emploi pour le ou la conjointe. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez global pour que la collectivité agisse sur son territoire au-delà de l'installation et la transmission. On va passer à la première intervention, avec le témoignage de Rémi Bellé, vice-président transition écologique et alimentaire à Redon Agglomération. Je vais partager l'écran. Bonjour à toutes et tous. L'idée en fait de poursuivre en fait par rapport à la thématique qu'est-ce que peuvent faire en fait les agglomérations ou les collectivités par rapport à l'installation de transmission. De un en fait c'est déjà de mettre en place en fait des PAT sur les territoires. C'est déjà la première des choses. Et de deux en fait faire évoluer en fait ces PAT là. Moi quand je suis arrivé en fait à la agglomération de Redon, voilà, je suis élu depuis 2020. Je suis moi-même en fait agriculteur éleveur laitier sur Plessé en Loire-Atlantique. Je vais vous présenter un peu le territoire tout à l'heure et puis le contexte agricole, voilà, et le PAT qu'on a emmené. Mais l'idée c'était vraiment en fait de poursuivre en fait cette politique agricole du territoire. Et en parallèle de ça, en fait, moi, je mène en fait aussi une politique agricole communale sur la commune de Plessé. Donc, en fait, j'avais à la charge, en fait, je suis premier adjoint sur Plessé, j'avais en charge en fait le côté agricole sur Plessé, donc une commune de l'agglomération de Redon. Et du coup, en tant que vice-président en fait de Redon agglomération, voilà, j'avais aussi en charge le PAT. Donc ça m'allait très bien. C'est un secteur que je connais assez et du coup, voilà, c'était aussi de créer en fait quelque part une dynamique. Du coup, on va revenir au tout départ. L'idée là, que je vous présente un peu le contexte géographique en fait de Redon agglomération, donc sur la deuxième page, si possible. Voilà, juste pour que vous repériez un peu notre territoire. Donc, Redon agglomération, c'est une agglomération de 31 communes située vraiment
entre l'axe Rennes-Nantes et puis Vannes-Rennes et Vannes-Nantes. On est vraiment au fin fond en fait de la Loire-Atlantique, au fin fond du Morbihan et au fin fond en fait des Yvelines. Voilà, parce que c'est trois départements et deux régions. Donc la région Pays de Loire et la région Bretagne. Et c'est 68 800 habitants. Voilà, juste pour avoir un repère. Et grosso modo, on est séparés par deux frontières naturelles qui est la Vilaine en fait entre la Loire-Atlantique et l'île-Vilaine et puis l'Oust entre le Morbihan et l'île-Vilaine. Voilà, pour avoir un petit repère géographique. Euh, voilà, là c'est juste, on vous a mis aussi quelques chiffres en fait sur l'agriculture, sur l'agglomération. Du coup, c'est 729 fermes en fait sur l'agglomération, une baisse de 30% sur 10 ans en fait sur le nombre de fermes et puis de 20% en nombre de chefs d'exploitation. La surface moyenne actuelle en fait sur l'agglomération est de 84 hectares en 2020 et nous en production principale sur le territoire c'est vraiment l'élevage bovin parce que voilà avec le lait et puis les viandes on arrive à 50% en fait des exploitations en bovin. Comme voilà, je vous le disais, en fait, on est bordé d'eau, que ce soit la Vilaine ou le canal de Nantes à Brest. Et du coup, on a beaucoup de marais en fait sur le territoire. Donc, où les bovins à viande vont très bien, et même les bovins lait. Du coup, 10 000 hectares de marais. Et du coup, si on parle d'agriculture biologique, 23% en fait des exploitations de la surface pardon est en bio, ce qui représente 27 à peu près 27% en fait des fermes. Avec des différences suivant les départements parce que voilà en Loire-Atlantique on approche les 35% je pense et du coup un peu moins en fait en Yvelines, un peu moins dans le Morbihan. Voilà. Si on parle complètement de l'installation et des installations et de la dynamique d'installation sur le territoire, bon, comme ça a été dit tout à l'heure, et c'est dans toutes les régions en France, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'exploitants, de chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans. C'est un enjeu hyper important en fait sur toute la France. Comment on va renouveler ces fermes-là et comment on fait en sorte de perdre le minimum de fermes. Parce que même si nous, on a quand même un ratio qui est à peu près satisfaisant parce qu'à peu près 3 fermes sur 4 sont reprises, l'idée, c'est quand même on a s'est mis quand même un petit objectif en fait que toutes les fermes soient reprises. C'est pas hyper facile quand on parle en fait d'agriculture. On parle aussi d'un milieu économique que nous, en fait, en tant que collectivité, on a du mal à percevoir, on a du mal à entrer aussi dans ce milieu économique-là parce que ça a été longtemps et c'est encore voilà sous régime en fait on va dire des chambres d'agriculture et c'est voilà c'est comme ça mais on voit bien en fait que nous aussi, en fait, collectivité, on a notre mot à dire, notre travail à faire aussi à côté des chambres, en fait, autour de cette problématique-là. Voilà. Donc, pour ce faire, Redon Agglomération, on a mis en place un PAT. Alors, le PAT d'origine, il est de 2017. C'était vraiment un programme alimentaire de territoire où les actions étaient vraiment ciblées en fait sur une alimentation saine et durable pour le territoire. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup plus en fait sur les cantines, sur un réseau de cuisiniers, on a vraiment mis l'accent là-dessus. On rentrait aussi dans les familles avec le défi alimentation positive qui a vraiment très bien marché.
Et du coup, pour aller chercher en fait les familles en leur disant, ben voilà, vous avez quand même des aliments, vous avez quand même de la production en fait sur votre territoire, allez chercher au plus près de chez vous pour remplir vos assiettes. Depuis la nouvelle installation des élus en 2020, moi j'ai voulu en fait au niveau du PAT vraiment amener l'axe économie agricole autour du PAT. Pour moi, c'était important. Il y avait déjà une vraie belle démarche en fait de lancer au niveau du territoire, mais il fallait pour moi en fait ramener en fait un A dans PAT. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le programme alimentaire et agricole de territoire. Voilà, tout en gardant en fait toute une logique sur l'alimentation de qualité et de proximité. Euh, on voulait absolument, voilà, comme c'est marqué ici, renforcer l'économie agricole du territoire. La plupart des élus nous rappellent assez régulièrement, alors élus, que ce soit les maires ou les adjoints, qu'ils sont désespérés en fait de voir partir grand nombre de fermes en fait sur leur commune. Il était important et primordial pour nous en fait de lancer vraiment cette dynamique d'installation transmission sur notre bassin de vie. Et puis on a quand même rajouté et ça c'était important pour nous et, et je pense que la plupart en fait des fermes en bio sur un territoire voilà, sont importantes pour ça, c'est-à-dire la reconquête des ressources naturelles pour une agriculture durable et résiliente. On a plusieurs puits de captage en fait sur notre territoire et, euh, et voilà, on voit encore une augmentation en fait du nombre de pesticides dans les eaux de ces puits de captage-là. Tellement que les dérogations pleuvent en ce moment en fait pour que ces eaux-là soient conformes et du coup voilà j'arrive pas toujours pas à comprendre pourquoi on ne met pas en fait des périmètres de protection autour de ces puits voilà avec des périmètres voilà clairs et nets pour avoir des terres bio tout autour de ces puits. Du coup, ça va être un de nos futurs un de nos futurs travaux en fait sur le territoire, vraiment mettre en place en fait ces périmètres. Voilà, mais on va se focaliser plutôt en fait là sur le renforcement en fait de l'économie agricole sur le territoire, voir comment on mis en place en fait cette dynamique-là. Du coup, on l'avait ciblé, on l'avait séparé en trois petits tiroirs. Un, favoriser la préservation et l'accès aux fonciers agricoles. Donc, connaître et planifier, outiller, animer, gérer. En fait, l'idée derrière tout ça, en fait, c'était d'aller chercher les élus en fait sur les communes et de les acculturer en fait au foncier agricole. On le voit. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est aussi le cas, mais on voit qu'il y a de moins en moins en fait d'agriculteurs et d'agricultrices au sein des communes. Et des fois, en fait, de un, le milieu agricole est compliqué à comprendre. Et de deux, alors quand on parle en fait de transmission d'un foncier, quand on parle de achat, location, fermage et autres, certains élus sont un peu perdus. Donc, notre gros travail autour de ça, c'était ben voilà, d'animer en fait une formation autour de ça. Donc, on a fait venir en fait Terre de Liens, on a fait venir aussi la SAFER. SAFER, un outil hyper important en fait pour tout le travail sur la transmission du foncier. Il faut vraiment être à leur écoute, il faut vraiment être au travail avec eux parce qu'il faut que le foncier agricole soit hyper transparent en fait dans sa transmission. Donc mieux vaut travailler étroitement avec la SAFER. Voilà, c'était un premier travail. Après, c'était faciliter les transmissions et les installations. Donc connaître la dynamique du territoire et puis on voulait aussi déployer une boîte à outils territoriale. Je vais vous en reparler un peu plus loin. C'était l'idée en fait vraiment de mettre en relation tous les porteurs de projets et tous les futurs cédants du territoire. Alors futurs cédants, ça peut être plus de 55 ans, comme on l'a dit, mais ça peut être aussi avant parce qu'on le voit bien en fait par chez nous.
de nombreux agriculteurs et agricultrices arrêtent bien avant l'âge de la retraite. Et là, c'est important aussi d'aller les capter pour savoir comment ils veulent transmettre leur ferme. Et puis le dernier petit volet, c'était promouvoir les métiers et le territoire. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'importance en fait d'avoir une animation de territoire en fait sur la transmission-installation, parce que en fait ça crée une vraie dynamique. Quand on a des porteurs de projets, il y a d'autres porteurs de projets qui viennent, il y a un réseau qui se crée. Et du coup, c'est une clé indéniable en fait pour les transmissions. Et du coup, aussi, ben, faire connaître aussi ce beau métier qui est le métier d'agriculteur ou d'agricultrice. Et puis aussi, c'est d'aller chercher aussi les écoles, les centres de formation autour de ça, parce que faut avoir un gros travail en parallèle avec eux pour aussi ben, dire aux jeunes en fait qui sont dans ces écoles-là bah, qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les tracteurs, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi l'élevage en fait qui est important sur notre territoire. Parce que je vous dis ça parce que la plupart en fait des jeunes ou une partie des jeunes, surtout une grosse partie des jeunes, pardon, veulent plutôt conduire des tracteurs que conduire un élevage. Donc c'est aussi important et que du coup on peut gagner notre vie et que c'est aussi un métier hyper agréable. Voilà, c'est toute une démarche de communication autour du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Voilà, et du coup, pour ce faire, je pense que c'est la slide suivante, on a lancé un marché public auprès bon, voilà, de toutes les structures agricoles du territoire, des Pays de Loire et de la Bretagne, sur trois lots différents. Donc, comme je vous disais, un lot en fait sur l'attractivité des métiers agricoles. Donc là, c'est la Chambre d'agriculture de Bretagne en relation aussi avec la Chambre d'agriculture des Pays de Loire qui a eu le marché sur 3 ans. Là, l'idée, en fait, c'est animer et sensibiliser les jeunes, comme je vous disais, et puis tous les porteurs de projets autour de, autour du métier l'agriculture, et puis aussi créer en fait des réseaux de fermes accueillantes sur notre bassin de vie. Donc voilà, c'est un lot qui a été remporté par la Chambre d'agriculture à 30 000 euros. Voilà, là, sur ce lot-là, il y avait aussi en fait l'accueil paysan qui avait répondu, mais voilà, on sentait aussi la Chambre d'agriculture bien outillée en fait autour de ça. Euh, le deuxième lot, c'était aller repérer les futurs cédants en fait sur le Morbihan et sur l'Ille-et-Vilaine, sur la Loire-Atlantique. Ça avait été déjà fait par la Chambre d'agriculture, donc on n'avait pas besoin de le faire quelque part. Donc là, c'était un lot qui a été remporté par le CIVAM Installation Transmission de l'Ille-et-Vilaine, plus tout le réseau d'une agriculture durable autour. Je vais vous en reparler aussi. Et là, en fait, pour ce repérage-là, ils sont partis sur du porte-à-porte et analyser en fait chaque ferme qui allait cesser son activité. Là, on le voit bien, c'était pour nous hyper important d'avoir ce portefeuille-là quelque part en fait de cédants pour pouvoir mettre en corrélation avec les porteurs de projets qui nous appellent sur Redon. Voilà. Alors moi, c'est un truc au départ euh, de faire du porte-à-porte dans les fermes. J'y croyais pas des masses. Et en fait, ils m'ont un peu bluffé en fait le CIVAM autour de ça parce que ça a été une vraie réussite. On va le voir aussi par rapport aux résultats tout à l'heure. Et le troisième lot, euh, donc on crée une attractivité du métier agricole, on va chercher les cédants. C'était d'animer tout ça autour de l'accompagnement, l'installation et la transmission et le foncier agricole. Et là, en fait, c'est Cap 44 et aussi le réseau
agriculture durable. Alors CAP 44, c'est une structure départementale de la Loire-Atlantique qui émane en fait de la Confédération paysanne et qui travaille justement à aider tous les porteurs de projets sur leur installation. Ils mettent en place en fait des formations sur l'agriculture de groupe, sur voilà, sur comment aussi, on en a parlé tout à l'heure aussi, comment ben, s'installer à moindre frais ou comment porter des terres, du foncier agricole. Donc bref, en fait, tout un travail autour de l'installation. Et là, c'est un lot sur 3 ans à 65 000 euros. Voilà, alors du coup, quel résultat, de tout ça? Du coup, voilà, là on parle en fait du repérage des futurs cédants. Donc, comme je disais, c'était un consortium de plusieurs structures agricoles. Donc, comme on le voit, donc le CEVAM installation 35 qui animait en fait tout le groupe, avec le GAB, le groupement des agricultures biologiques en fait du 56, AgroBio 35 aussi, le CIVAM du 56, et puis la Marmite et Connexion Paysanne, deux structures aussi du Morbihan et de l'île-et-Vilaine. Et du coup, tout ce petit monde-là sont partis. On avait envoyé un courrier à chaque chef d'exploitation du territoire en disant, voilà, il va y avoir quelqu'un qui est mandaté par Redon Agglomération qui va venir taper à votre porte pour parler avec vous en fait de la future transmission de votre ferme. Et, euh, et du coup, ça a hyper bien fonctionné. Voilà. On a du coup le porte-à-porte a eu lieu et il y a eu une restitution. Et ce qui a été chouette dans la restitution, et c'est là que c'est important d'animer tout ça, beaucoup d'élus des communes sont venus voir la restitution pour voir comment ça se passait au niveau des transmissions de ferme en fait chez eux. Et c'était vraiment assez chouette. Parce que les élus ont pris la mesure en fait de l'importance et des enjeux qu'on avait autour de, de l'économie agricole sur notre territoire et ça a amené beaucoup de discussions autour de ça. Voilà, donc là, après, du coup, ah oui, du coup, là, c'est tout le résultat, en fait, du repérage. Donc, il y a eu 87 fermes de rencontrées. Grosso modo, deux tiers ne savent pas ce que va devenir la ferme. Deux tiers des cédants ne savent pas ce que vont devenir la ferme. Ils ont un peu peur de l'agrandissement. Voilà, ils savent des fois, souvent en fait que leur ferme n'est pas forcément transmissible, donc c'est une fatalité pour eux en fait que tout parte à l'agrandissement. Et là, c'est tout l'importance qu'on voit d'aller parler avec eux parce que d'un autre côté, on voit aussi des porteurs de projets qui n'ont pas besoin de énormément d'hectares ou énormément en fait de bâtiments pour pouvoir s'installer. Donc voilà, ça les fait réfléchir en fait sur leur transmission. Et puis, voilà aussi un retour hyper positif en fait, des cédants sur l'action de Redon Agglomération autour de ça. Sur les 87 fermes, 27 souhaitent travailler et continuer avec nous. Parce que, alors, entre 27 et 87, il y en a 60, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'ils font? En fait, la plupart en fait, des fermes ont déjà en fait, leur renouvellement en fait, de trouver sur leur exploitation. Donc, il n'y a pas besoin de travailler là-dessus. Euh, sur les 87 fermes, il n'y a eu qu'un refus de parler de la transmission, alors que toutes les autres voulaient vraiment évoquer le thème. On le voit bien, c'est aussi d'aller chercher aussi ces personnes-là parce que souvent en fait ça se passe encore dans les caves, en tout cas par chez nous, la transmission. Et du coup, d'aller les titiller, d'aller les chercher, ça amène en fait une discussion et c'est ça qui est important autour de ça. Voilà. Pour ça, pour ce marché-là. Après, c'était l'autre marché. Ouais, c'est tout le programme
voilà, comme on a travaillé en fait sur aller chercher les cédants, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc c'était troisième lot avec aussi toutes ces structures-là, en plus avec Cap 44, accueil paysan de Loire-Atlantique aussi, et la SIAP. Alors la SIAP, en fait, c'est une coopérative d'installation pour une agriculture paysanne en fait sur la Loire-Atlantique. Et on avait aussi dans le groupe Terre de Liens et voilà, en plus des autres. Du coup, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la page d'après. L'idée autour de ça, c'est déjà en fait de mettre en place des cafés installations transmission sur notre territoire. Voilà, d'accueillir les. Alors, ça a été beaucoup l'accueil en fait des nouveaux porteurs de projets. Sur ces cafés installations, on leur parle en fait du territoire. C'est quoi notre territoire? Euh, c'est quoi aussi les besoins? L'idée en fait du PAT, c'était aussi d'avoir une logique autour de l'alimentation sur voilà, sur nos communes. Comment se nourrissent les gens et du coup surtout qu'est-ce qui manque comme produit en fait sur notre territoire. Et du coup, c'est aussi d'aller titiller en fait les porteurs de projets en disant ben voilà. Peut-être que vous voulez tous vous installer en maraîchage, mais non, il y a aussi besoin d'élevage, il y a aussi besoin en fait d'arboriculture. On est vraiment déficitaire en arboriculture sur notre secteur, donc c'est important de créer et puis d'aller chercher des porteurs de projets autour de l'arboriculture. L'action aussi, ça a été justement de mettre l'observatoire en place, un observatoire installation-transmission. Là, c'est que chaque porteur de projet s'inscrit sur cet observatoire-là, chaque cédant s'inscrit aussi sur ce répertoire-là, et puis du coup, on fait matcher en fait les deux demandes. Ça fonctionne déjà parce que là, je pense qu'on va réussir à transmettre une ferme grâce à ça. Voilà, c'est important en fait. Et du coup, là, la main là-dessus, en fait, sur cet observatoire-là, c'est Redon Agglomération qui l'a. Donc, c'est une agent de Redon Agglomération qui est en charge en fait de surveiller cet observatoire-là et de mettre en place ça. Et ça va aussi en fait en parallèle avec le travail sur le foncier parce que des fois on voit quelques terres ou quelques parcelles qui sont simplement à vendre et qui peuvent permettre à un porteur de projet d'y aller. Donc c'est important quelque part en fait d'avoir ces données-là partout. Et aussi, ce qui était important, c'est qu'on le voit bien sur certaines communes, on a des bonnes dynamiques en fait, d'installation, on a des bonnes dynamiques de porteurs de projets qui viennent, mais sur d'autres moins. Donc, on met en relation aussi d'une commune à l'autre, en fait, les porteurs de projets qui peuvent arriver dans le coin, quoi. Et puis, comme je vous disais aussi, c'était le séminaire élu référent sur l'installation transmission. C'était aussi d'aller chercher, capter en fait les élus pour moi, je suis pas le seul non plus en fait sur le territoire à travailler là-dessus. De deux, c'est que dans chaque commune, il y a un élu référent pour qu'il ait la main lui là-dessus, sur le foncier. Je vous parlais en fait de l'avantage et l'importance d'avoir la SAFER en fait dans ce travail-là. C'est-à-dire que nous, élus en fait sur les territoires, on a en fait la main en fait sur Vigifoncier, l'outil de la SAFER, et on voit en fait toutes les terres, qui sont à se vendre, et des fois en fait on peut faire des préemptions, nous communes là-dessus. Donc c'est important d'avoir des élus référents sur chaque commune. Et ce qui reste à déployer sur les années 2 et 3, c'est ben voilà, travailler avec les jeunes installés. Là, ça va être un travail avec l'agro-bio. Formation sur la transmission, animation territoriale, et puis installation d'un copil qu'on veut mettre en place sur l'installation transmission. Alors ça, c'est d'aller chercher les élus, ils sont de leur commune, mais aussi de les faire venir en fait sur toute l'agglomération pour qu'on voit avec eux ben, ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est pas que moi, c'est pas que les agents qui ont les idées. Il y a des idées un peu partout dans les têtes des élus, donc il faut absolument le maximum en fait, d'élus autour de ce projet-là.
Voilà, donc le résultat, euh, il y a actuellement en fait 22 fermes en fait dans l'observatoire et 33 porteurs de projets qui sont inscrits dans l'observatoire. Je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Est-ce qu'on répond aux questions maintenant ou est-ce que vous voulez qu'on attende la fin? On va y répondre juste après. On continue l'intervention et puis à l'issue, Ouais, d'accord. on fera Ouais. les réponses. Ouais. Euh, euh, 20, du coup, voilà, je parlais aussi des élus référents. Donc, 28 communes ont un élu référent voilà, sur les 31, c'est pas mal. En sachant que la ville centre Kéredon n'a aucune ferme chez elle. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'élus référents, mais il y en a quand même, hein. Euh, et puis, en fait, on a grosso modo 50 porteurs de projets de mobilisés dans les réunions, les cafés installations sur le territoire. Voilà, c'était marqué la première mise en relation réalisée. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on a mis en relation des cédants puis des porteurs de projets. Là, alors tout ça, c'est tout neuf pour nous. Euh, on ne sait pas jusqu'où aller en fait dans notre mission au niveau des agents de d'agglomération. Est-ce qu'on va aussi en fait quand il y a des mises en relation en fait entre un cédant et puis un porteur de projet, est-ce que nous d'agglomération on y va ou pas? Est-ce que c'est important d'y être? Voilà. Donc pour l'instant on tâtonne. Peut-être que voilà on aura des réponses assez rapidement. On a marqué aussi des cloisonnements entre les structures ayant répondu au marché. Comme vous voyez, en fait, il y a plein de structures en fait qui ont répondu au marché et qui travaillent ensemble dans un consortium. Voilà, c'était important pour nous en fait et sans doute pour les gens qui arrêtent, qui partent en retraite là, d'avoir une vraie vision en fait de quelle structure qui va m'aider autour de ça, parce que pour pas qu'un jour, en fait, ce soit une structure et le lendemain une autre, quoi. Donc vraiment avoir un peu une écloisement géographique en fait autour de ça. Voilà quelques vigilances sur l'observatoire. On a travaillé notre PAT en invitant tout le monde, donc les chambres d'agriculture, tout ça. Alors je ne vais pas les chambres d'agriculture parce qu'on a une vraie problématique avec les chambres d'agriculture parce qu'ils veulent pas signer notre PAT actuel parce qu'ils estiment en fait qu'ils n'ont pas été mis au courant du PAT alors qu'ils étaient invités, qu'ils étaient quand même là. Mais bon, bref, en fait, il y a un petit jeu politique qui se passe là en fait avec nous et puis les chambres d'agriculture. C'est pas hyper simple à vivre parce que moi je veux absolument en fait que les chambres d'agriculture travaillent avec nous. Mais voilà, j'ai comme l'impression en fait quelque part que euh, qu'ils ont peur qu'on leur prenne un peu de leur travail. Mais j'arrête pas de leur dire que pour moi, en fait, c'est un travail hyper complémentaire avec ce qu'ils font et ce qu'ils nous ont mis en place depuis quelques années. C'est simplement, en fait, que nous, en fait, agglomération, territoire, on a besoin par la main avec eux, en fait, sur les transmissions, installations. On attend. Pour l'instant, je sais pas comment ça va. Nous, on continue. Et puis, un jour, en fait, quand ils auront décideront, on a fort et du coup, bon, il faut du monde autour de ça. Actuellement, on est deux agents au niveau du programme alimentaire et agricole de territoire. Ça serait très très bien d'être trois. Du coup, voilà, ça c'est des négociations en interne sur le budget. On verra l'année prochaine, quoi. Et pour ce faire, on passe notre AT niveau 2 sur redonglomération. Donc, normalement, avec des ressources supplémentaires qui vont arriver de la part de l'État.
Donc ça peut être intéressant pour nous, en fait, voilà, sur ce point-là. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair au niveau de notre travail sur Redondation. Voilà, je vous laisse poser des questions si vous avez quelques questions à poser. Oui, merci beaucoup, Rémi Délé, pour votre témoignage qui donne vraiment à voir sur les actions opérationnelles à mettre en œuvre par la collectivité en partenariat avec les acteurs agricoles. Donc, sur quels moyens euh, organisationnels, techniques et financiers prévoir pour agir sur l'installation de transmission. Je vous propose qu'on passe à la suite, à la deuxième intervention, donc avec le témoignage de Nantes Métropole, avec l'intervention de Delphine Bonamy, conseillère métropolitaine en charge de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts à Nantes Métropole. Delphine Bonamy, donc je vais vous laisser la parole et partager mon écran pour accéder au support. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On m'entend bien. Ouais, c'est bon? OK. Je suis ravie de pouvoir vous présenter et puis évidemment de passer après Rémi qui anime et met en œuvre une super politique agricole sur son territoire. Donc, je vais essayer de vous synthétiser comme c'est la fin de la journée, enfin la fin de la matinée pour vous. Que l'on fait sur notre territoire pour essayer de faciliter les installations et les transmissions. Donc on est un territoire un peu différent de ce qui a été présenté avant, même si on est sur le même département. C'est vrai que nous, on est plutôt un territoire urbain et périurbain avec 24 communes. Et puis, c'est la slide d'après, peut-être, si vous pouvez. Voilà. 24 communes, donc un territoire urbain et périurbain avec une dynamique démographique assez forte. Comme vous le voyez, depuis un certain temps, environ 8000 habitants de plus par an sur la métropole. Donc nous, notre enjeu, c'est évidemment la pression sur le foncier. C'est pour ça que voilà, on va passer principalement, nous, par des outils de stratégie foncière. Sur la slide d'après, on peut voir que le maintien et la question du foncier, c'est déjà assez ancien. C'est une conscience assez ancienne sur notre territoire de la part des élus. Selon le dernier diagnostic agricole qui date de 2020, on a réussi à maintenir nos surfaces et nos sièges d'exploitation ces dernières années, en tout cas la période par exemple 2016-2020 du dernier diagnostic, et on a environ 15 000 hectares de surface agricole et 245 exploitations, et on a plutôt en termes de production agricole des productions assez variées, puisqu'on a de l'élevage, du maraîchage, de la viticulture. Mais donc ça, c'est varié en termes de nombre d'exploitations, mais en termes de surface, c'est l'élevage qui est très important, puisque c'est 80% de nos surfaces, et notamment puisqu'on est un territoire de bocage, beaucoup de prairies humides. Donc voilà, ce sont beaucoup les exploitations d'élevage qui occupent, qui sont un de nos gros enjeux. On a environ 30% d'exploitation et de surface qui sont en bio, donc c'était largement en augmentation depuis 2016, voilà, grâce à nos actions. Et maintenant, j'ai pas forcément les chiffres actualisés de ces dernières années avec la crise qui a eu lieu. On a évidemment, comme sur l'ensemble, à l'échelle du territoire national, l'un des principaux enjeux, c'est la transmission avec un tiers des exploitants à transmettre.
Hem et puis, nous, sur notre territoire, on a aussi un profil d'agriculteurs, assez, varié et différent à accompagner à l'installation, notamment beaucoup de personnes qui ne sont pas issues, du monde, agricole. Hem Sur la slide suivante, on peut voir que comme, Rémi en a parlé, nous donc ça fait quand même un certain temps que le territoire, la collectivité agit, sur la question de l'agriculture, et de l'alimentation. Donc on a un PAT, un projet alimentaire de territoire qui date de 2008-2019. Qui a fixé voilà un ensemble d'objectifs, assez ambitieux avec donc notamment, la préservation et la protection du foncier agricole en enjeu assez important et je reviens sur ce que je vous ai présenté avant, 50. Nous on s'est fixé 50 de bio en surface et en exploitation. Donc ça aussi c'est, assez ambitieux. Ce PAT, il a été, co-construit avec, voilà beaucoup de partenaires et d'acteurs et qui, ensuite ont été chargés, d'évaluer, l'avancement de ce PAT. Donc c'était, le conseil, de l'agriculture, et le conseil métropolitain de l'agriculture et de l'alimentation et vous voyez là en 2022-2023, ils ont, produit tout un rapport pour analyser, ce qu'on avait fait déjà et ce qu'on n'avait pas fait, les manques et ce qu'il faudrait un peu, accentuer. Donc c'est pour ça que, en 2003, on a fait voter une politique publique, agriculture et alimentation pour aussi inciter, la collectivité, la métropole à mettre les moyens humains et financiers, pour réaliser tous ces objectifs qui étaient très ambitieux. Mais en termes de moyens humains et financiers, on pouvait être, un peu, limité. Donc le fait de le passer en politique publique, ça a permis, voilà, de moi en tout cas, me dégager, du budget et des agents, des moyens humains pour accompagner, tous nos partenaires. Hem, voilà et puis on a essayé aussi de faire un peu de lobbying, suite aux assises territoriales, de la transition agroécologique et de l'alimentation, durable en 2023 auprès du ministère, et du Parlement européen. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, au vu du contexte, mais voilà, ça permettait quand même, de, mettre en avant le fait que, on ait beaucoup de territoires à avoir, quand même les mêmes enjeux, à cibler, les mêmes problématiques et voilà, on espère être, entendus à un moment donné. Donc ce que nous on fait du coup, concrètement, je vous disais, c'est, la stratégie foncière agricole, c'est vraiment, le levier principal, que l'on a identifié, pour avancer sur ces questions, d'installation, et transmission. À la fois pour, préserver le foncier et puis, lutter contre la spéculation, foncière. Pouvoir mettre, à disposition, des terrains aux nouveaux, agriculteurs, notamment ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, pour qui c'est plus difficile d'avoir accès, au foncier. Voilà, accompagner, le renouvellement, des générations et puis, la transition agricole. Donc, pour ça, on s'appuie sur, différents axes, un peu comme Rémi l'a évoqué, tout à l'heure, et puis la personne de Terre de Liens. C'est vrai que la première chose, c'est, la connaissance, c'est l'anticipation, en fait. Donc voilà, on travaille avec, la chambre et la SAFER pour essayer de bien savoir, comment est constitué, notre, territoire, d'un point de vue, agricole, savoir un peu, où chaque exploitant, est rendu pour pouvoir aller discuter avec eux, essayer de mobiliser aussi, les communes pour qu'ils puissent aller discuter avec leurs agriculteurs, voilà, en amont, longtemps avant et pas attendre la dernière, minute. Donc ça, c'est vraiment
un point important et notamment pour un territoire plutôt urbain et périurbain qui est parfois plus déconnecté, des questions agriculture et alimentation et qui est plus, focalisé sur le transport, le logement. Voilà, c'est moins, ça a pu être en tout cas moins un sujet, moi j'ai trouvé et donc là, tout le début de ce mandat, c'était aussi de remettre ce sujet-là sur le haut de la pile, et de faire de la sensibilisation auprès des communes pour, mieux connaître, leur territoire. On a un autre, donc outil à l'intérieur de cette stratégie, c'est, la reconquête, des délaissés, agricoles. Parce qu'on a quand même un certain nombre, de délaissés sur notre territoire. Donc on donne des aides notamment, au défrichage. Après, c'est à croiser évidemment avec nos enjeux de biodiversité. Le 3e axe, c'est, évidemment la protection foncière. Donc comme je vous le disais avant, on a réussi à maintenir, grâce au plan local, d'urbanisme métropolitain, nos surfaces et nos exploitations depuis un certain nombre d'années. Malgré tout, on souhaite, aller plus loin. Il y avait déjà, une petite partie, une de nos communes qui était dans un périmètre de protection foncière. Donc chez nous, ça s'appelle les péans, qui, sont développés, par le département à la demande des communes et donc là, sur ce mandat-là, on souhaitait étendre ces périmètres de protection foncière à la demande d'un certain nombre de communes. Donc on en a 3, sur, le nord-ouest de notre territoire, qui sont là en cours, d'élaboration et ça va être, validé en 2000 à la fin de cette année là, en 2024 et puis, il y en a 3 autres au sud-ouest, également qui sont en réflexion et qui commencent à avancer. Et pourquoi l'intérêt de ce péan? Bah, sur un territoire, assez urbain, c'est que ça vient vraiment, figer et dans la tête des propriétaires, qui se disent: «Oui, au prochain mandat, ça pourra devenir un terrain constructible». Bah, là, le fait de passer en payant, ça vient vraiment figer les zonages et faciliter, les transmissions, essayer d'éviter la rétention foncière qu'on peut avoir, en zone périurbaine, qui sont assez importantes. Hem, voilà, en 4e axe, on a aussi, un enjeu sur, la restructuration, foncière. Donc là, notamment, on a un territoire, où il y a beaucoup d'élevage, où, est mis en place, une AFAF, pour, justement, restructurer, les parcelles foncières et faciliter après les installations et les transmissions. Et puis, la dernière partie, la partie, aussi, la plus volontariste avec la question du payant, c'est le fait de, se positionner et de venir, acquérir du foncier. Rémi avant a évoqué, toute, la collaboration avec la SAFER. Bon, nous aussi, on essaye de collaborer au maximum avec, la SAFER, mais c'est vrai que, hem et c'est pas toujours facile, cette collaboration et que, quand, les collectivités, souhaitent, intervenir, pour faciliter, une installation, future, et bien, c'est pas toujours bien perçu. Donc en tout cas, nous on a, cet enjeu un peu, compliqué que, enfin qu'il doit y avoir sur d'autres territoires que, les fermes d'élevage, ce sont souvent des fermes avec, beaucoup d'hectares, on va dire, 80, 100 hectares et on n'a pas toujours des repreneurs tout de suite. Donc souvent, eh bien, ça part, en zone de loisirs ou à des personnes qui veulent faire de l'élevage équin.
Et donc pour essayer de contrer ça, eh bien, on vient se positionner comme, acquéreur de terres agricoles. On vient faire du portage en fait, en attendant de réussir à trouver, des porteurs de projets, soit collectifs. Souvent, chez nous, on a plus de porteurs de projets en maraîchage, sur des petites surfaces que, en élevage. Donc, voilà, il y a besoin de faire ce travail de portage foncier pour sauver des exploitations d'élevage voilà, qui n'arrivent pas forcément à se transmettre à court terme. Donc, on vient acquérir, des terres agricoles ou même, des logements aussi, puisque, le logement, chez nous peut être un frein à l'installation de jeunes agriculteurs, notamment, par rapport au prix. Donc ça, c'est un peu le dernier axe. Et puis, au-delà de la stratégie foncière agricole, voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment un de nos gros leviers et puis le levier, qui est le plus nouveau sur ce mandat-là. Il y a évidemment un travail, donc ça, c'est la slide d'après, un travail d'animation, territoriale, qui est mené depuis assez longtemps avec, l'ensemble de nos partenaires, que ce soit, la Chambre, le GAB, les CIVAM, donc CAP 44, et la SIAP. C'est bien, Rémi vous a expliqué ce que c'était, avant. Donc on a un AMI, un groupe, qui est là, constitué de tous ces partenaires pour pouvoir, accompagner, les jeunes, enfin en tout cas les agriculteurs et les agricultrices, qui souhaitent, s'installer, sur la métropole. Et donc on les accompagne à la fois, pour, leur faciliter, à trouver, un foncier, essayer de répondre à tous les freins. Évidemment, on subventionne et de plus en plus, nos partenaires pour mener un certain nombre de missions comme, de la sensibilisation aux cédants, des cafés, installations et puis, essayer aussi, de suivre les porteurs de projets, dans la durée, pas juste en amont, mais aussi, sur les 3 années, après leur installation parce que, c'est pas toujours, enfin voilà, la difficulté, s'étale dans le temps donc on essaye d'être présent, plus, dans la durée. On a aussi, les espaces tests, je crois que ça Rémi en a parlé, à la fois en maraîchage, pour accompagner à l'installation et puis on a un projet d'espace test en élevage, donc ça s'appelle l'étable nantaise, pour aussi permettre, aux jeunes éleveurs de pouvoir, se tester avant de s'installer. On essaye aussi de faire des choses sur, l'attractivité des métiers. Et puis, vous dire que voilà, toutes les aides et les animations qu'on met en place, nous, on a choisi de, les flécher, vers, la production nourricière, biologique ou en conversion. Donc nos aides, sont destinées que, aux personnes qui s'installent, en bio ou qui vont ou qui s'engagent, sur une conversion. Donc ça vaut à la fois pour les aides à l'installation, les travaux de défrichage ou le portage foncier et les acquisitions. Et puis, voilà, après il y a une petite slide sur, les freins, les freins, les leviers et cetera, qu'il reste. Évidemment, toutes ces actions-là, elles doivent, s'inscrire, dans la durée, c'est ce qui est un peu le plus difficile, aujourd'hui, sur la question du bio et de l'élevage. Hem, le contexte, n'est pas simple et c'est vrai que, voilà, on essaye de faire le maximum nous en local, et voilà, si on était beaucoup plus appuyé, par la région et au niveau, national et européen, c'est vrai qu'on pourrait faire, beaucoup plus de choses, et jouer vraiment sur le structurel et puis,
bon voilà, il y a des stratégies individuelles des propriétaires ou des cédants, sur lesquelles c'est pas toujours, évident d'agir, mais voilà, c'est vraiment avec l'interconnaissance, et je salue, ce qui a été fait sur la question du porte-à-porte. Je pense que je trouvais ça vraiment, intéressant. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, mener, nous aussi, dans notre territoire, plus urbain et périurbain. Hem et puis, bah, voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être, voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous voulez. Merci beaucoup déjà, Delphine Bonamy. Donc là, ça donne à voir aussi aux collectivités, normandes et puis comment, une politique publique transversale après se traduit en axes et actions, opérationnelles. Donc, vraiment bravo. Merci beaucoup pour les différentes réponses aux questions. En tout cas, merci pour votre témoignage. Je vous propose qu'on passe à la suite, à la partie 3 dédiée aux outils mobilisables par les collectivités pour agir sur l'installation-transmission avec les témoignages de 2 acteurs dans l'installation-transmission. Je vais, partager l'écran et laisser la parole à Émilie Drier, conseillère transmission chez Lyon Normandie. Émilie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Du coup, comme Héloïse vient de le dire, je travaille à Abieux en Normandie où je suis conseillère transmission. Donc, j'accompagne les transmissions des fermes bio du territoire ou des fermes qui peuvent se transmettre en bio. Et je travaille sur toute la Normandie. Peut-être avant de vous montrer des exemples un peu d'actions qu'on peut mener sur le territoire normand, dire aussi que Bio Normandie, du coup, peut vous accompagner dans la co-construction de nouvelles actions. Parce qu'on a vu des 2 très beaux exemples là de plans d'action installation à l'échelle du territoire. Certaines actions, je pense, seraient intéressantes pour d'être conduites en Normandie aussi, et donc éventuellement, en tout cas, on peut aussi vous accompagner pour les co-construire et pour mettre autour de la table les parties prenantes qui pourraient vous accompagner également. Mais comme c'est plus simple de présenter des actions un peu concrètes et qu'on a déjà réalisées, c'était un peu ça que je vais vous présenter là en 5-10 minutes. Au niveau du coup, un peu des différentes types d'actions qu'on a pu voir dans les témoignages auxquels Louise avait présenté, il y a agir au niveau des vocations agricoles, susciter de nouvelles vocations pour répondre un peu à cet enjeu aussi de manque de porteurs de projets et de toute façon aussi cette vague de départ en retraite où plus on aura de porteurs de projets, plus on aura de chances aussi que les fermes soient transmises. On peut du coup mener des actions de communication, soit autour des métiers agricoles, où il y a un déficit de porteurs de projets. Par exemple, ici, des actions sur l'élevage bovin qu'on a pu conduire en Normandie. Ou sinon, parfois, on constate aussi un manque d'attractivité du territoire vis-à-vis des porteurs de projets. Et donc là, on peut s'adresser à tout un pool de porteurs de projets un peu volants qui ont un espace d'installation potentiel assez large et qui pourraient éventuellement aller dans votre territoire éventuellement. Donc là, il y a aussi, avec plus des notions de marketing territorial qui pourraient être imaginées. Voilà, donc là, le premier exemple, là, c'est la campagne de communication qu'on a créée avec le réseau FNAB autour du métier d'éleveur bovin bio pour casser en fait des préjugés autour de ce métier qui dit que on travaille 60 heures semaine forcément, qu'on est tout le temps dans ces animaux, qu'on part jamais en vacances, qu'on n'a pas de vie de famille, etc. Enfin voilà, je vous balance les clichés à l'appel et du coup montrer des exemples d'éleveurs et d'éleveuses bio bien dans leurs bottes, parce que c'est le nom de leur campagne, et donc où ici on pourrait enfin, on vous invite du coup à prendre contact avec nous pour relayer cette campagne et éventuellement en imaginer une nouvelle un peu sur le même type sur vos territoires. Donc vous les retrouvez sur la chaîne YouTube de la FNAB et sur nos réseaux sociaux à Bio Normandie, si vous voulez regarder. Aussi, donc là, on est plus sur de la communication globale. On avait aussi fait partie et porté une initiative qui s'appelle
qu'on appelait du coup la pépinière faire bien, qui était une invitation à des personnes plutôt éloignées du milieu agricole à découvrir le métier d'éleveur laitier pendant une semaine en Normandie, donc qui était en partenariat avec une laiterie, la laiterie qui met en place les produits faire bien. Les prairies bio, et du coup c'était l'opportunité pour des personnes éloignées du milieu agricole de mettre un pied dans les fermes bovins, puisqu'on sait que c'est des fermes où, quand on n'est pas du milieu agricole, on a plus potentiellement moins d'accès quand on a personne de sa famille qui y est, et du coup c'est d'autant plus difficile de découvrir ce métier-là. Donc c'est deux exemples d'actions qui avaient été menées en Normandie. Sur la diapo suivante, on peut voir aussi, du coup, en termes de pour susciter de nouvelles vocations, accompagner les installations, qu'il y a tout un travail à faire sur l'accompagnement des personnes qui sont au balbutiement un peu de leur projet, en émergence. Et donc là, toute une panoplie d'actions qui peuvent être faites, des cafés installation transmission, organiser des visites de ferme pour parler d'installation, travailler auprès des scolaires, voilà, imaginer tout un parcours pour mettre en lien aussi les scolaires avec le milieu agricole, des parcours découvertes de métiers, comme je vous montrais, des portes ouvertes, installation, transmission. Avec des collectivités, on en a organisé une dans le cadre du PAT, la communauté d'agglo de Lisieux Normandie, par exemple, pour parler de l'installation et d'intégrer une ferme d'élevage bovin aussi, ici avec transformation. Voilà. Et donc, on avait des porteurs de projets qui étaient présents et des cédants. Donc, ça permet de créer en fait des espaces d'échange sur votre territoire avec des gens en général du territoire ou qui viennent parfois de loin pour ces événements-là. Aussi, tout un volet qui peut être imaginé, c'est de travailler avec l'enseignement agricole, puisque bien souvent sur votre territoire, il y a un lycée agricole ou une MFR, etc. Donc, ça peut être intéressant d'imaginer aussi des actions avec ces acteurs-là. Euh, voilà, pour qu'ils soient en lien avec les fermes à transmettre du territoire, avec les fermes bio du territoire, voilà. Tout simplement les intégrer déjà dans vos PAT ou voir comment ils peuvent s'intégrer dans vos PAT. Un deuxième volet qu'on a vu dans les exemples, c'est agir directement sur le foncier agricole, donc soit par des dispositifs de protection que je vais pas détailler ici, mais ou de création d'observateurs fonciers, comme il y en a un également en Normandie, porté par la métropole de Rouen en Normandie, auquel on participe. On travaille aussi sur la promotion des ORE, obligations réelles environnementales. S'il y a des questions, je pourrais un peu en parler également. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les collectivités, si elles n'ont pas les moyens forcément de mettre en place des gros outils d'observatoire, de moyens de vigifoncier, etc., elles peuvent aussi parfois très simplement, enfin on l'a vu dans certains territoires, aider les porteurs de projets, les jeunes installés à rechercher du foncier, des fermes en faisant de la mise en lien, parfois des bâtiments plus pour mettre en place un bâtiment pour commercialiser ses produits, par exemple, pas forcément des bâtiments agricoles, ou une habitation, notamment sur les territoires où il y a une forte pression sur le logement. Je pense par exemple au territoire côtier ou au territoire où il y a beaucoup de tourisme. Dans ce cas-là, ça peut être ça aussi le rôle de la collectivité pour faciliter l'installation, ou aider à créer des nouveaux débouchés commerciaux ou sécuriser les installations également, par exemple. Et du coup, dans l'accompagnement, ouais, merci Luc. Un outil du coup qu'on met en place à Bio-Normandie, c'est l'outil TerraBio qui permet de vous accompagner dans la valorisation du foncier public. Donc c'est un peu un outil pour passer de j'ai du foncier public à comment je fais pour installer quelqu'un. Donc avec une analyse du terrain, donc avec une analyse de sol, voilà, pour voir au niveau agronomique qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ces parcelles, construire un peu des scénarios, faire un premier un peu évaluer les capacités de production des parcelles. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'y faire du maraîchage? Est-ce qu'il y aurait suffisamment d'eau? Est-ce qu'il y a un forage, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses à vérifier avant de faire un appel à candidature et ensuite vous accompagner pour ces appels à candidature, le choix des personnes qui vont candidater et éventuellement jusqu'au suivi des jeunes installés derrière.
Voilà, et ça peut aussi se faire via de l'installation, via de l'espace test, via de la régie maraîchère, donc aussi vous aider à choisir ce qui conviendrait le mieux selon votre, plan, votre projet, politique, quoi, on va dire. Et dernier type un peu d'action, c'est plus sur la transmission. Du coup, pouvoir accompagner pour, sensibiliser et repérer les cédants, parce qu'on l'a vu, notamment sur le témoignage, sur Redon Aglon, qu'il y a, pas mal d'agriculteurs qui attendent un peu, la retraite, attendent un peu aussi que les porteurs de projets viennent à eux. Et du coup, c'est là où, nous, structures d'accompagnement et vous, collectivités, on peut jouer notre rôle en essayant de les mettre en marche dans leur projet de transmission, se faire connaître, tout simplement les faire se pencher sur ce projet. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient dans l'idéal pour leur ferme et éviter un peu le fatalisme aussi. Constituer un réseau d'élus, qui puissent se faire relais de transmission, organiser des événements de sensibilisation à destination des cédants. Par exemple, ici, il y avait un film dans le cadre du festival alimentaire, en 2022 qui collait parfaitement à la thématique, qui s'appelait Le Dernier des laitiers, et donc on a organisé un ciné-débat, sur le territoire de Coutances, et ça permettait vraiment de faire venir, des cédants, des agriculteurs qui seraient peut-être pas venus spontanément à un événement, sur la transmission spécifiquement, quoi. Ça permet enfin, il y a aussi plein de formats intéressants et un peu décalés à imaginer sur le sujet. Il y a des théâtres forums qui existent aussi sur le sujet, enfin voilà, il y a plein de choses. Et dans la partie plus accompagnement, et ben, par exemple, chez Un Bio Normandie, on organise, une formation pour préparer la transmission de la ferme, donc en partenariat avec la FOC 61, et il y a aussi, Terre de Liens Normandie, Sylvain qui intervient dans la formation. Et donc on l'avait fait en partenariat, avec Argentan. Je sais que le PNR du Perche, qui est présent, avait déjà aussi, organisé, une formation avec la FOC 61 à un certain moment. Enfin voilà, ça peut être, des actions qui peuvent être aussi appuyées par les collectivités. Je vois Camille, oui, qui acquiesce et qui confirme. Voilà. Et dans la partie plus accompagnement pur et dur, on a aussi, enfin on est en cours d'ailleurs aussi d'accompagnement, de cédants sur un captage, donc une aire d'alimentation de captage. Parce qu'effectivement, au niveau d'une aire d'alimentation de captage, la vague de transmission là, un petit peu on est en plein dedans en fait, c'est aussi une opportunité historique pour, le syndicat d'eau, pour le territoire d'accompagner en fait un changement de système agricole, vers des pratiques plus vertueuses et vers le maintien des prairies. Donc, faut vraiment le voir aussi un peu comme une opportunité. Et donc, s'atteler sur le sujet, ça vous permet aussi de, potentiellement influer sur, la reprise, voir vers quel système on peut aller, et anticiper, les impacts sur la qualité de l'eau, sur les 5 ans à venir, puisque ça peut changer, très rapidement, quoi, du coup. Et du coup, là, c'est un accompagnement qu'on a fait sur une ferme. Donc, un diagnostic un peu de où en sont les cédants, déjà vis-à-vis de la qualité de l'eau, ensuite, vis-à-vis de la transmission, et les aider à se projeter et à faire, au moins 1 ou 2 scénarios, voire 3 sur la transmission de la ferme, et analyser pour chacun de ces scénarios, quelles seraient les actions à mettre en place pour les agriculteurs et ou pour le syndicat d'eau ou pour d'autres personnes pour y arriver, et quel impact, ça aurait sur, la qualité de l'eau selon, chacun des scénarios. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait, là, avec le syndicat d'eau, de la Manche. Un autre type d'accompagnement qu'on expérimente, donc en partenariat, dans le cadre d'un projet en partenariat sur la restructuration des fermes, donc qui est en partenariat, je vais y arriver, avec Terre de Liens, le CIVAM normand et l'Ardéar, c'est travailler sur la reconception, la restructuration des fermes. Donc, c'est-à-dire, enfin, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a aujourd'hui malheureusement un manque d'attractivité pour le métier d'éleveur bovin lait. Or, c'est les fermes qu'on a le plus à transmettre, en tout cas en bio, mais c'est aussi vrai en conventionnel sur le secteur, surtout Basse Normandie.
Et de l'autre côté, on a des porteurs de projets en bio, mais qui ont plutôt des projets dans d'autres productions d'élevage ou alors dans des productions végétales. Donc, on a une grosse inadéquation entre les projets des porteurs de projets et les fermes qu'on a à transmettre en face. Du coup, une des choses qui avait été imaginée comme levier, c'était de pouvoir restructurer les fermes, c'est-à-dire soit les redécouper une ferme d'élevage en plusieurs petites fermes avec des fermes avec des plus petits élevages, par exemple du Lau-Vin-lait, du Caprin, et les combiner avec d'autres productions, paysans boulangers, maraîchage, etc., etc. Donc, il y a un outil qui a été développé par le réseau pour ouvrir les possibles, en fait, et voir quelle autre production on pourrait imaginer sur cette ferme. Tout ça, ça vise à pouvoir ouvrir les possibles pour le cédant pour des fermes qui sont difficilement transmissibles en l'état. Par exemple, trop morcelées, par exemple, perte de foncier importante à la transmission pour lequel le cédant ne peut rien faire. Voilà, plusieurs cas de figure. Et du coup, se dire que c'est pas forcément pour ça qu'on ne va pas pouvoir installer quelqu'un derrière ou maintenir la ferme en bio quand on parle de ferme en bio. Donc, la dernière intervention, Sylvain Cosson, animateur territorial chez Terre de Liens en Normandie. Ok. Alors, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne, tu peux le mettre en plein écran par contre. Ouais, je suis désolé, j'essaye de cacher ça à chaque fois, c'est la galère, excusez-moi. Hop, démarrer la première diapo. C'est bon? Ok. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a décalé un petit peu avec les questions. Je vous passe les diapos de présentation de Terre de Liens. Je vais supposer que vous connaissez un petit peu différents lieux achetés en Normandie. C'est des fermes complètes ou juste des bouts de foncier. Je représente vite fait cette vieille diapo que j'utilise avec des petites coquilles, je m'excuse. Moi, je suis salarié de l'association Terre de Liens en Normandie, c'est dans le carré rouge là-haut, et on est souvent connu pour la principale, connu ou réduit pour être un acheteur de foncier à la place des agriculteurs. Donc, soit avec la foncière en bas à gauche, soit avec la fondation en bas à droite. Mais on va voir qu'il y a d'autres métiers, à savoir ne serait-ce que l'accompagnement et l'animation foncière. Je vous passe ça également, c'est éventuellement juste la dernière puce, accompagner les collectivités dans la protection de leurs terres agricoles, dans le cadre de leur politique de protection de la ressource en eau, de l'alimentation, donc c'est les PAT, de la biodive ou de la transmission. Donc on est vraiment au carrefour des sujets d'aujourd'hui. Je vais surtout parler, moi, zoomer un tout petit peu sur la stratégie et sur l'animation. Il y a déjà plein d'outils qui ont été cités, mobilisés par les deux agglos qui ont parlé et par Bio Normandie, qui a rappelé également une palette de savoir-faire. Une stratégie foncière. Donc, l'exemple, c'est autour de la protection de la ressource en eau. C'est une manière de s'intéresser à l'installation-transmission au moment, comment une collectivité peut agir au moment d'une transmission de ferme en sa faveur. Donc, c'est un plan d'action dont se dote la collectivité pour répondre à des enjeux sur sa qualité de la ressource en eau. Ça pourrait également être sur le maintien d'un nombre de fermes en circuit court, d'un nombre de fermes en bio en circuit court, etc., etc. Il faut forcément disposer de diagnostics pour être capable de se fixer des priorités et notamment de sectoriser, de localiser les interventions, en tout cas pour la protection de la ressource en eau. Et donc, pour les atteindre, la collectivité, que ce soit un syndicat d'eau ou une intercom, évoque les outils qu'elle va mobiliser et va même jusqu'à se fixer un budget. La question a été abordée tout à l'heure, combien coûtent des préemptions, combien coûtent des stockages, la mise en place d'une obligation réelle environnementale, comment je peux mobiliser des cofinancements, qui une agence de l'eau, qui la Banque des territoires, bien sûr les finances locales, des financements participatifs, on peut mobiliser différentes choses. Résumé à travers une autre slide, on voit les enjeux et objectifs à gauche. Donc, on retrouvait la protection de la ressource en eau, les PAT, la biodive, la transmission agricole. Ensuite, des diagnostics.
La collectivité doit décider de ce qu'elle va mobiliser en termes d'outils. Est-ce qu'elle a envie d'être une collectivité qui va acheter du foncier ou au contraire, est-ce qu'elle va essayer que ce soit le moins possible ça et elle va activer d'autres leviers? On se définit un plan d'action dans l'avant-dernière colonne et à la fin, bien sûr, il faut l'animer parce que sinon, si les diagnostics dorment, comme bien souvent, comme trop souvent sur les étagères, ça ne sert à rien. Et après, il faut également que la collectivité, le maître d'ouvrage en tout cas, soit en capacité d'animer, de faire vivre. Et c'est là qu'il y a souvent des consortiums. En tout cas, moi, les exemples que je vis, on travaille en consortium. Enfin, je peux l'évoquer tout de suite, notamment là, sur le territoire d'Argentan, Intercom et du syndicat d'eau. Ça va être avec la SAFER et le syndicat départemental de l'eau, et bien sûr le syndicat en tant que maître d'ouvrage. Je vous le disais, on mobilise des outils fonciers. Ça va encore être très rapide parce qu'en fait, il y en a plein et ça peut être assez long de les expliquer. Donc, ce n'est pas le but de ce matin. Mais il y a des outils qui vont travailler sur la vocation, d'autres sur l'usage ou la propriété d'un foncier. Encore une fois, il n'y a pas que l'achat par la collectivité. C'est c'est un peu le chiffon rouge, celui-ci. Il ne faut pas se l'interdire, mais il ne faut pas raisonner qu'avec avec celui-ci. Trois colonnes, colonne des outils pour protéger la vocation agricole des terres, donc avec les documents d'urbanisme, le PAEN dont on a parlé tout à l'heure, des outils en colonne du milieu pour orienter la pratique sans que le propriétaire en change. Dès lors qu'il y a des périmètres, par exemple, de protection qui se mettent en place, il y a un cahier des charges, enfin pas un cahier des charges, un arrêté préfectoral qui encadre les pratiques. Il y a les baux ruraux environnementaux et il y a les obligations réelles environnementales dont parlait Bureau-Normandie tout à l'heure également. Sans changer la propriété, ça peut faire évoluer une pratique et l'encadrer au long cours. Et après, il y a les outils fonciers qui vont travailler avec un changement de la propriété, que ce soit la collectivité, que ce soit un particulier, que ce soit Terre de Liens, qui se rendent propriétaires. Euh, il va y avoir, notamment si jamais c'est une vente qui se fait avec l'intervention de la SAFER, même si c'est à l'amiable, il y aura forcément un cahier des charges. Dans le cahier des charges, la collectivité et la SAFER peuvent demander à ce que soient mis des clauses qui encadrent la pratique. Tout ça, c'est pour la protection de la ressource en eau. Et les stratégies d'échange, bien sûr. Et voilà, je rappelais juste, stratégie foncière, c'est différent de l'acquisition. L'acquisition, c'est un outil parmi d'autres. Et en fait, je voulais zoomer dans le petit. Enfin, je fais vite pour qu'on laisse un peu de place aux questions également. Je voulais zoomer sur quatre cartes. Donc, encore une fois, c'est le territoire d'Argentan. C'est pas tellement la qualité. Donc là, je suis sur l'exemple de la stratégie foncière protectrice de la ressource en eau. Les quatre cartes que je vais vous montrer sont issues d'une étude qu'a financé le syndicat d'eau avec une aide de l'Agence de l'eau, une étude autour d'un état des lieux fonciers sur les périmètres de l'un des captages, en rouge en bas à droite, à quatre captages exactement. Et donc étude sur le foncier et sur les mutations foncières. C'est syndicat d'eau, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. Voilà, c'est à s'affaire ça dépend aussi du niveau de détail, du niveau de rendu, etc. Et en fait, ça fait partie des fameux diagnostics, mais qu'il faut faire vivre derrière, soit en interne dans vos services, soit avec des partenaires, quels qu'ils soient. Là, sous les yeux, vous avez les différents captages du territoire d'Argenton avec différents degrés de priorité sensible ou banale. Une autre carte issue du même diagnostic, on en a parlé, notamment dans cette séquence autour de la transmission, c'est l'anticipation, c'est la pyramide des âges. Donc là, on a la pyramide des âges des chefs d'exploitation, c'est l'expression consacrée. Plus c'est rouge, plus l'agriculteur, l'agricultrice est âgé, voire même devrait déjà être, selon des standards, déjà à la retraite. Donc, c'est qu'il y a des choses à travailler. On peut recroiser ces cartes-là avec des cartes de l'agriculture biologique ou avec à chaque fois on peut mettre des et, avec des cartes des fermes travaillant en circuit court
pour aller être capable de se définir une stratégie sur on veut travailler, on veut qu'il y ait certes installé par exemple de nouvelles fermes en bio en circuit court, mais avant même d'installer, il faut aussi peut-être veiller à la transmission reprise des fermes qui sont déjà dans ce contexte-là. Donc ça permet de les identifier. Une autre carto, c'est mes deux dernières cartos, c'était les gisements fonciers. Ça, c'est une notion assez utile. Donc les polygones, vous ne les voyez pas très bien, mais les polygones blancs, ce sont autant de gisements fonciers identifiés par recoupement, identifiés par le travail de la SAFER qui recoupe, qui va travailler des notions d'âge, d'éloignement de la parcelle au siège d'exploitation. Est-ce que l'agriculteur fait beaucoup de routes et donc est-ce qu'il est susceptible d'être intéressé pour lâcher cette parcelle? Donc ça représente une opportunité foncière. La tenure foncière, la propriété, est-ce que le propriétaire d'une parcelle, quelle qu'elle soit, et est-ce qu'il habite à l'autre bout de la France et est-ce qu'il ne possède que cette parcelle-là sur le territoire? Là encore, c'est il y a plein de mécanismes à activer derrière euh, et à agencer. Et là, cette carte, elle est recoupée avec tout ce qui est vraiment de couleur pour le coup. Je suis désolé. Tout ce qui est de couleur, ce sont en vert, par exemple, ce sont les prairies, pour faire très court. Donc, si une collectivité veut travailler le maintien des prairies au-dessus d'un captage d'eau, voilà, on recoupe gisement et usage de la parcelle. Et la dernière carto que j'ai prise, que j'ai isolée, c'était donc on retrouve les polygones un peu, enfin en vert, ce sont les gisements fonciers, donc c'est les mêmes que ceux que vous ne voyez pas juste avant. Et en bleu, c'est le foncier qui a été déclaré. Alors, toujours une date de péremption hein, sur les études, mais qui était bio au moment de l'étude. L'étude, elle a 18 mois, bientôt 24. Donc, les informations peuvent également se changer. Mais en bleu, le foncier bio, en vert, les mutations foncières. N'est pas les mutations foncières, les gisements fonciers. Donc, travailler un gisement foncier qui borderait un éleveur en bio ou peu importe son activité, une activité bio qui est en circuit court, ça peut être bigrement intéressant pour savoir par où commencer. En fait, ça va être ça le, le propos. Je suis allé à toute vitesse. Je n'ai plus de diapo, donc je suis ouvert aux questions. Le mot de la fin, peut-être. Ben, merci en tout cas à toutes et tous d'avoir participé au webinaire Installation de transmission proposé par Bio en Normandie en partenariat avec l'Agence de l'eau et avec l'appui aussi de nos partenaires et collectivités. Vous aurez bien entendu les supports de présentation à l'issue du webinaire. Merci à toutes et tous et on se dit à bientôt.